Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce le lancement d'Objectif Métamorphose, le programme qui éveille la conscience. Objectif Métamorphose, c'est un bouquet de programmes de coaching audio dédiés au mieux-être pour vous qui souhaitez aller encore plus loin dans votre métamorphose. Qu'il s'agisse de santé naturelle, de relations ou de psychologie, chaque programme de coaching est mené par un expert choisi avec soin et a été conçu pour être court et transformateur. En 7 modules audio d'une dizaine de minutes chacun, les experts vous guident de manière simple et concrète au travers d'exercices puissants et de conseils éprouvés. Christian Junot, Saverio Tomasella, Ludovic Leroux, Anthony Berthoud, Claude Parisot et Céline Tadiotto vous attendent d'ores et déjà sur Objectif Métamorphose. Vous pouvez avoir accès à tous ces programmes de coaching en illimité via un abonnement payant que nous avons voulu très abordable. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, abonnez-vous directement à partir de notre chaîne Métamorphose. Vous pouvez même essayer gratuitement pendant 3 jours tous les programmes. Et sinon, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Métamorphose et cliquez sur le bouton Rejoindre sous une de nos vidéos ou à partir de la page d'accueil. J'ai vraiment hâte que vous découvriez les formidables programmes de coaching que nous vous avons préparés. À bientôt. Objectif Métamorphose, le programme qui éveille la conscience. Bienvenue dans cette nouvelle série Métamorphose, les conversations du Scarabée, qui est un format expérimental de petits dialogues entre amis. L'idée avec cette série est de croiser les regards sur un thème, non pas en tant qu'experts, mais plutôt comme des amis qui conversent ensemble et s'interrogent tour à tour. Alors pour cette première série, je cheminerai avec Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor, et nous aborderons des thèmes aussi divers que l'abondance, l'éveil des consciences, nos croyances, l'influence de l'éducation, les joies et les peines d'entrepreneurs dans ce monde et bien d'autres incroyables sujets. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, avec Alexandre Dana, nous avons eu envie de vous parler d'écriture, des bienfaits de l'écriture thérapeutique, mais aussi de nos propres processus d'écriture de livres. Je recommence. Je n'arrive pas à parler. Alors, c'est reparti. Aujourd'hui, avec Alexandre Dana, nous avons eu envie de vous parler d'écriture, des bienfaits de l'écriture thérapeutique, mais aussi de nos processus d'écriture de livres, mais du kiff aussi d'écrire, parce qu'on adore ça tous les deux. Je suis ravie de retrouver aujourd'hui pour une conversation du Scarabée, évidemment, Alexandre Dana. Bonjour Alex. Salut Anne. Ça va ? Ouais, quand on parle d'écriture, moi je vais me plonger en essayant de ne pas être trop bavard. Tu sais que je suis un fan d'un blog qui recense des routines d'écrivain. C'est le blog que j'ai le plus consulté de toute ma vie. Voilà, je l'avoue, je le confesse, plus que n'importe quel autre blog. Il s'appelle Daily Routine, en français ça veut dire routine quotidienne, et il recense des routines de plein d'artistes, de philosophes, de musiciens, mais surtout d'écrivains, et les routines d'écrivains, c'est mes préférés. Mais c'est génial, parce que du coup, tu vas nous en dévoiler quelques-unes, notamment certaines que tu as peut-être appliquées, toi, dans ton quotidien. Est-ce que tu veux on va y venir peut-être. Avec plaisir. Avant d'en arriver là, on s'est dit qu'on allait un peu revenir sur notre enfance. Est-ce que tu écris, toi, depuis que tu es petit ? Et depuis quand tu sais que tu aimes écrire ? Que tu as pris goût, en fait. Moi, je pense que c'est venu beaucoup plus tard que toi. Je n'écrivais pas petit, je n'avais pas de journal intime. J'adorais lire. Ça, c'est sûr. Et on a fait un super épisode complet sur la lecture. Ouais, on a fait un épisode là-dessus. Mais l'écriture, pour moi, elle est venue dans mes études supérieures. Elle est venue quand je suis tombé un peu amoureux de mon prof d'économie, qui enseignait extrêmement bien. Et j'adorais noter, ficher son cours et prendre le temps d'écrire sur des copies doubles, tout ce qu'il nous partageait, de réagencer ça. Et ensuite, quand j'ai commencé moi-même à donner des cours, je préparais des fiches et je les écrivais pour mes élèves. Moi, ça a commencé, à ce moment-là, via l'enseignement. Mais ce qui est marrant, du coup, c'est que c'était pas vraiment ton écriture, puisque tu retranscrivais, en fait, son cours, mais de manière assez méthodique, en fait. Oui, mais je découvrais aussi à quel point, quand tu retranscris la parole de quelqu'un, tu as une part de liberté. Et pour le coup, j'adore l'écriture de Zweig.
dont on parle souvent, toi et moi, donc les biographies de Zweig, Marie-Antoinette, Fouché, Magellan. On sent dans son écriture qu'il prend une belle forme de liberté par rapport à la réalité historique de ces personnages. Ouais, c'est Toi, sûr. quand est-ce que tu as commencé à écrire ? J'ai commencé à écrire, je pense que la forme première, à part l'écriture scolaire, et puis je crois que je prenais vraiment du plaisir à écrire à l'école. Ne serait-ce que... Parce que quand on parle d'écriture, aujourd'hui on écrit beaucoup avec l'ordinateur, mais je crois que je prenais plaisir à écrire à la main, en fait, à former des lettres. Tu vois, j'ai un souvenir de ça. D'ailleurs, ensuite, après, je suis devenue aussi éditrice de coffrets Montessori, avec les lettres rugueuses, où on a une manière d'écrire qui est très kinesthésique, puisqu'on apprend en touchant ces lettres rugueuses l'écriture, pour que ça s'imprègne vraiment à l'intérieur du corps. Donc c'est vrai que j'ai quand même des souvenirs d'écriture comme ça, manuelle, de prendre plaisir à l'écriture manuelle. Ensuite, après, cette idée des textes, chez moi, comme tu le disais, elle est venue vraiment avec l'écriture du journal intime. J'aimais bien confier mes peines, mes joies à ce carnet, lui parler de ce qui m'entourait, des animaux, et puis aussi, finalement, tenir une forme de journal du quotidien. Je découpais des articles de journaux, je les collais dedans, ou des images que je trouvais sympas, voilà, je mettais des commentaires à côté. C'était mon petit média à moi, finalement. Déjà, Ouais. à l'époque, le premier Métamorphose. D'ailleurs, mes filles sont retombées il y a quelques années sur certains de ces carnets. Donc ça les a beaucoup amusées, parce que l'écriture aussi, on n'en parle pas, mais la calligraphie dit de nous notre évolution. Et quand on est enfant, on a une écriture qui est encore très normée, très ronde, et je me souviens que je faisais des points sur les i avec des gros ronds, une écriture comme ça, assez typée d'une certaine époque et puis d'une culture. Mais c'est drôle. Et puis dans l'écriture, après, j'ai vu aussi cette évolution de la maturité à travers, on le voit moins maintenant puisqu'on écrit beaucoup avec l'ordinateur, mais j'aime beaucoup regarder aussi l'écriture des gens. Tu vois, là, on n'est pas là pour faire un cours sur la graphie et la calligraphie, mais on le voit de moins en moins, et je trouve que l'écriture dit, tiens, tu vois, là, on a préparé cette interview, j'ai tes petites notes à côté. Et je vois ton écriture. Et c'est marrant parce que ça dit des choses, déjà, de voir la façon dont écrivent les uns les autres. Ouais, j'aimais beaucoup écrire à la main à une époque, et c'est malheureusement extrêmement rare dans mon quotidien aujourd'hui d'écrire, à part quand je lis des livres et que je les rature. C'est sûrement le seul moment où j'écris encore à la main. C'est vrai que c'est autre chose qui s'incarne dans l'écriture à la main. Et rappelons que Steve Jobs, à qui on doit une grande partie des appareils technologiques qu'on utilise aujourd'hui, avait pris des cours de calligraphie, et qu'il avait tellement apprécié ces cours de calligraphie que ça l'a inspiré dans le design de ses premiers ordinateurs. Ah oui ? Oui, où il voulait, pareil, retrouver cette esthétique, retrouver cette beauté qu'il avait découverte lors des cours de calligraphie. Alors, est-ce que dans quelques décennies, on n'écrira plus manuellement ? C'est quand même aussi une question. Mais en tout cas, ce processus d'écriture, comme ça, qui s'incarne, qui se dit à travers le verbe, à travers les mots, c'est quand même assez spectaculaire. Quand est-ce que tu as pris ce goût d'écrire quand tu étais étudiant ? À quel moment tu t'es mis à écrire des textes finalement plus personnels ? Donc j'ai eu une première étape qui était vraiment d'écrire comme un prof. Tu sais, la phrase qu'on dit à un enseignant quand il fait sa première année, c'est « écris bien tes fiches pour être sûr de pouvoir les relire dans 20 ans, dans 30 ans ». Donc j'ai eu cette première phase, et ensuite j'ai commencé à écrire dans le cadre de mon entreprise. Dans ma vie d'entrepreneur, à un moment, j'ai pris la décision d'écrire, de raconter, de partager. Et au début, j'étais terrifié, paralysé à l'idée de poster le moindre contenu sur Internet. En fait, je me suis rendu compte que ça faisait de moi un meilleur penseur d'écrire. Ça me permettait de structurer mes idées. Même si je ne publiais pas 90% de ce que j'écrivais, ça avait quand même du sens. Et puis ensuite, j'ai découvert la magie d'écrire et d'avoir des réponses. Et moi, ça a été ma deuxième grande découverte. Ce qui reste aujourd'hui mon amour premier, c'est d'écrire pour créer des conversations avec l'autre. Écrire est un pont vers l'autre, le lecteur, la lectrice,
qui te répond en retour, qui écrit à son tour. C'est pour ça que j'adore, par exemple, l'écriture de newsletters, parce que c'est un médium via lequel je peux avoir des conversations ensuite directes, individuelles. Tu réponds personnellement d'ailleurs? Toujours, Vrai oui, mais ce qui est complètement... ça prend un temps fou. Ce qui étonne toujours beaucoup les personnes autour de moi, mais oui, je réponds individuellement aux réponses des 2 newsletters que j'écris chaque semaine. Et tu réponds aux réponses des réponses, etc. Il y a des gens avec qui tu as des conversations profondes comme ça depuis longtemps? Ou il y a un moment donné, tu ne peux pas rentrer forcément là-dedans? Alors, je ne peux pas rentrer dans une discussion profonde avec chaque personne, mais par contre, j'ai des correspondants, je crois qu'on peut dire ça, qui, depuis 4-5 ans, tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois, répondent à mes newsletters. Et moi, je réponds en retour et on se donne des nouvelles de cette manière. On peut imaginer, comme à une autre époque, tu aurais adoré avoir des correspondances sous forme de lettres, en fait, épistolaires. Complètement. Qui est là sous forme de newsletter. Moi, j'avais adoré aussi l'histoire de Churchill, qui, dans sa carrière politique, a connu des phases très compliquées où il était en conflit avec son parti politique, mais qu'il a toujours continué d'écrire et de publier dans des journaux. Et ça lui a permis de garder un lien avec l'opinion publique anglaise. Et c'est comme ça qu'il a été ensuite appelé à jouer un rôle super important dans la Seconde Guerre mondiale. Donc je suis convaincu qu'écrire, c'est la manière pour n'importe qui de mieux penser, de diffuser ses idées, de rencontrer ses pairs, sa communauté, les personnes qui sont intéressées par les mêmes sujets, et d'avoir derrière des cercles de conversation. Ça, c'est un plaisir dont je me lasserai jamais. Et d'ailleurs, même dans la relation qu'on a, toi et moi, on s'écrit beaucoup. Ouais, c'est vrai. Quand on lance une discussion par mail, il y a toujours un qui répond et l'autre qui répond et l'autre qui répond. Et je trouve qu'il y a une ère où l'image ou la vidéo peuvent prendre beaucoup d'importance. Au fond, à la base, il y a un texte. Et là, peut-être que est-ce que je peux dévoiler peut-être les coulisses de Métamorphose, si tu m'y autorises? Je ne sais pas ce que tu veux dire, vas-y. Ce que je peux dire à tout le monde, c'est qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, peut-être quand on écoute tes podcasts, mais il y a un travail d'écriture inouï derrière chaque conversation que tu as. Et moi, c'est ce que j'ai découvert en commençant à animer des podcasts sur Graines de Métamorphose, c'est que la préparation est quelque chose qui est pour toi essentiel, et tu continues d'ailleurs d'être très impliqué dans ce processus de préparation. Donc peut-être tu peux nous en dire un mot. C'est vrai que, en tout cas pour préparer les interviews, pour dire un mot là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup d'interviewés qui disent on sent que vous avez lu le livre, que vous vous intéressez au sujet, c'est rare aujourd'hui dans les émissions. Et moi je pense qu'on fait un métier quand même très humain, où on s'intéresse à la parole de l'autre, à sa pensée, à ce qu'il a pris le temps justement de coucher sur le papier. Souvent quand on travaille sur un livre avec quelqu'un qui a publié un livre, on le sait, nous en tant qu'auteur, écrire un livre profond avec des réflexions, ça jaillit peut-être, mais ça prend quand même du temps. Et je trouve qu'en tant que média, c'est important d'avoir ce respect aussi du texte. Et d'avoir bien travaillé un texte, et pas simplement d'avoir complètement survolé ou de prendre 2-3 trucs, permet de rentrer en profondeur et de rentrer en connexion avec l'auteur et de ce qui est descendu de cette manière-là. Le podcast a cet avantage de permettre le temps long, contrairement à des médias plus conventionnels où vite fait, il faut faire un ping-pong et en 5-10 minutes, il faut avoir la quintessence. Voilà, et chacun son métier. Mais c'est vrai que pour moi, la préparation d'une interview dit de sa qualité, d'une part, et puis est vraiment un respect pour les mots couchés par l'autre, parce que je connais aussi ce processus d'écriture, qui est un processus à la fois tellement intime, introspectif, thérapeutique, parfois poétique, inspirant. Il se passe plein de choses en fait quand on écrit, qu'on dit de soi. À quel moment tu as commencé à écrire dans tes aventures professionnelles? J'ai commencé, là où j'ai vraiment commencé à écrire beaucoup plus, c'était pour Féminin Bio. Ton magazine. Parce que mon magazine, le magazine que j'ai fondé en 2007, et avant ça, j'avais écrit un premier livre sur les cosmétiques bio et naturels, donc c'était ma première
premier travail d'écriture d'un livre. J'avais eu cette idée de livre qui était venue comme ça, en me disant tiens, voilà, mais c'était pas forcément un travail d'écriture, mais c'était devenu un travail d'écriture. Et c'est vrai que dans les débuts de Féminin Bio, j'étais pas très à l'aise sur le fait de signer des éditos parce que je me sentais pas légitime en me disant je suis pas journaliste, j'ai pas une formation de journaliste, j'ai une formation plutôt en droit, etc. Donc j'avais pas cette écriture journalistique, j'avais jamais appris. Et donc j'avais le sentiment que plein d'autres pouvaient le faire mieux que moi. Et puis un jour, j'ai fait un stage, un programme, j'ai suivi un processus de programme de coaching pendant 1 an avec Maud Séjournant, qui a fait Sciences Politiques à Paris, et puis ensuite qui a écrit des livres et qui est devenue chamane, qui vit à Santa Fe au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Et puis, dans le processus de ce parcours de coaching, qui s'appelle la traque du jaguar, où on va vraiment à l'intérieur de soi traquer ses émotions, ses pensées, un certain nombre de choses, à la découverte de soi, il y a tout un processus d'écriture où on doit d'abord, avant de commencer à travailler avec Maud, lui raconter en fait notre vie par écrit. Et c'est fou parce qu'on a interviewé dans Métamorphose, c'est Gila Clara Kessous qui a fait l'interview récemment, de Eudes Semeria, qui est un grand psychanalyste, qui a écrit un livre qui s'appelle Écrire pour guérir, et qui dit qu'en fait, tant qu'on n'est pas passé par l'écriture de raconter sa vie, on n'a pas vraiment écrit quelque part. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que quand je l'ai entendu dire ça, ça m'a rappelé ce moment qui a été fondateur avec Maud Séjournant, où je lui avais écrit comme ça, mais des pages, c'était pas non plus une vingtaine de pages, mais il y avait peut-être peut-être entre 5 et 10 pages pour lui résumer ma vie. Et le retour qu'elle m'avait fait, elle m'avait dit « Je vois en toi un vrai talent d'écriture et une future écrivaine. » Enfin, une future auteure ou écrivaine. Et ça avait libéré, et je la remercie en fait à travers ce podcast, parce que je lui ai peut-être dit une fois, mais ça a libéré quelque chose en moi dans l'écriture que j'osais pas. Je parlais de Féminin Bio, j'osais pas encore complètement signer les éditos, que je les faisais relire plein de fois. Et ça a débloqué quelque chose que j'adorais dans le processus d'écriture, qui était dans le non-jugement. C'est magnifique. Donc là, ton premier texte, c'était un texte pour raconter ton histoire, raconter ton parcours à cette coach. Alors, il y en avait eu plein des textes avant, oui. mais en tout cas fondateur comme ça. Ouais. Donc j'ai eu un retour et puis quelqu'un qui était pour moi qualifié, parce que c'est quand même une femme de lettres, qui a un esprit assez érudit, lumineux, qui avait déjà écrit des livres, une aînée pour moi. Et donc, il y avait une forme d'adoubement, en fait, de sa part. J'entends complètement la puissance d'un récit, d'un travail d'écriture où tu te réappropries ta propre histoire. C'est ton autobiographie. C'est comme un exercice autobiographique, mais bien sûr beaucoup plus réduit, beaucoup plus centré sur une partie de ta vie. C'est drôle parce qu'en t'écoutant, je viens de flasher que le premier texte que j'ai écrit dans le cadre professionnel, c'était pas un article associé à une de nos formations, c'était raconter l'histoire de l'entreprise. J'ai pris la parole après 6 ans d'entrepreneuriat à l'occasion de l'annonce d'une levée de fonds, et j'ai écrit un immense article au lieu de faire un communiqué de presse classique, on vient de lever des fonds, point final, où j'ai raconté, voilà, on vient de lever 900 000 euros, et la phrase exacte me revient, vient le temps de raconter ce fascinant et effrayant voyage. Et allez, c'est parti, il y a 6 ans, je donne pour la première fois un cours en ligne, et puis etc. Donc en fait, je suis passé moi-même par le fait de se raconter. Le fait de se raconter. Ce qui évidemment me fait penser au mythe du héros, à Joseph Campbell et à toutes ces théories passionnantes sur la puissance du récit. Et pour celles et ceux qui nous écoutent là en ce moment, si vous avez jamais fait cet exercice très amusant de raconter votre vie, votre histoire, que ce soit court, que ce soit long, que ça jaillisse en une soirée ou en plusieurs semaines ou en une année, peu importe. Si ça vous tente, lâchez-vous et vraiment, je vous invite à le faire parce que quelle que soit votre qualité d'écriture, votre façon d'écrire, que ce soit par ordinateur, manuellement ou n'importe quoi, peu importe. Mais je ne pensais pas que ça allait m'ouvrir autant de portes, y compris parce que après, ce qui est intéressant, c'est de voir. Alors, il faut le faire de manière très intuitive. Il ne faut pas trop réfléchir.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi après, de se relire et de voir finalement ce qu'on retient de son histoire, de la petite et de la grande histoire dans nos vies, parce qu'il y a des moments clés dans nos vies, et puis il y a des moments totalement anecdotiques, qui semblent anecdotiques, mais qu'on a quand même envie de raconter. Et tout ça, qu'est-ce que ça dit de nous ? C'est fascinant. En t'entendant, j'ai envie de saluer une coach en relations amoureuses qui s'appelle Claudia Colombani et qui fait faire à toutes les personnes qu'elle accompagne l'exercice de la chronologie de la vie amoureuse, où tu fais le récit de tes rencontres, de tes relations, pour guérir certaines blessures et aller de l'avant. D'ailleurs, Jérôme Oliveira, dans son livre Burning Love, ça me fait penser, il propose rien du tout, il propose de faire la même chose, de faire la chronologie des amours passés. Oui, on peut le faire sur plein de thèmes en fait, cet exercice de récit de notre propre histoire. Et d'ailleurs, on parle de ça, et Eudes-Semeria, dont je parlais tout à l'heure, il dit « Comment prétendre raconter des histoires si on ne connaît pas la sienne ?» Et je trouve que c'est chouette. C'est vrai que avant de s'occuper des autres et de raconter des mythes ou des histoires, c'est intéressant déjà de se pencher sur son propre vécu. Pas avec un côté nombriliste ou narcissique, d'ailleurs. C'est vraiment dans l'idée de poser ça par écrit. Toi, tu es d'une famille où on aime écrire ? Oui, mon père adore écrire. Et juste pour rebondir sur ce que tu viens de partager, il y a un nombre incalculable de romanciers qui ont témoigné d'à quel point leur premier roman et le personnage principal ou secondaire de ce premier roman était uniquement une introspection. J'écris de la fiction pour au final me connaître. Et enfin, pour te répondre, oui, moi j'ai eu la chance d'avoir 2 parents pour qui l'écriture était très importante. Donc ma mère me dit qu'elle écrit ses mémoires depuis 20 ans, donc elle n'a pas encore fini, mais elle va y arriver, j'en suis sûr. Je la salue si elle entend ce passage. On va l'encourager. On l'encourage. Elle a beaucoup à dire. Donc, ça prend un certain temps, c'est les mémoires de Montaigne, tu vois. Ce sera un sacré pavé en plusieurs tomes. Mais donc j'ai très souvent vu écrire pour elle. Et de l'autre côté, mon père, de par son travail de psychiatre et de psychanalyste, a toujours écrit des textes, a publié des livres et réfléchissait toujours beaucoup au sens des mots, au choix de chaque mot. Je pense que ça m'a inspiré et ça m'a peut-être donné inconsciemment l'énergie pour entreprendre l'écriture d'un livre. Ça, c'est quelque chose qu'on a en commun, toi et moi. On a osé cette folie d'écrire des livres et on a souffert respectivement dans ces processus d'écriture, mais en même temps je suis très fier qu'on l'ait fait. Et je crois que la statistique, c'est 1 Français sur 3 rêve d'écrire un livre, a envie d'écrire un livre un jour dans sa vie. Ça montre bien qu'on a un désir d'écriture quand même très, très, très partagé. C'est vrai qu'en France, l'objet livre reste très désirable. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on écrit ? C'est vrai qu'on peut écrire aussi avec un objectif de ne pas être lu, écrire pour soi. J'avais reçu Florence Servan-Schreiber à propos de son dernier livre, Écrire pour kiffer. Donc elle, c'est son cas. Avec son livre qui s'appelle Bloom, c'est vraiment l'idée de fleurir à travers l'écriture dans ce processus thérapeutique où on peut se lâcher complètement sans réfléchir forcément à ce qu'on écrit. Il y a beaucoup d'ateliers d'écriture qui ont fleuri ces dernières années. Bien sûr. Et il y a plein de formes d'écriture différentes entre le journal intime et l'écriture d'un livre. Moi, j'adore, dans certaines de mes relations, multiplier justement ces formes d'écriture. Par exemple, j'aime planifier des emails dans 10 ans. Donc, par exemple, ça, on ne l'a pas encore fait d'ailleurs ensemble, toi et moi, mais il m'est arrivé avec certains amis d'avoir un engagement fort, une intention, c'est-à-dire, OK, dans les 10 prochaines années, on aura fait telle aventure au fin fond des montagnes italiennes. OK, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un email qu'on va co-signer et je le planifie pour qu'il soit envoyé dans 10 ans. Ça, j'adore. Ah oui, j'ai jamais fait ça, c'est drôle. Super sympa.
J'adore. C'est un peu la chanson de Bruel, là. On s'était dit rendez-vous en Exactement, disant... exactement, mais avec la puissance de l'écriture. Quelque chose que j'ai mis en place dans mon entreprise, c'est la lettre à soi-même. Donc chaque année, j'organise un séminaire où je réunis toutes les équipes et ça fait maintenant 3 années consécutives que je leur propose d'écrire une lettre à eux-mêmes. J'achète à l'avance les enveloppes, la feuille de papier, les stylos. Chacun écrit sa lettre, on garde 20 minutes pour faire ça. Je récupère toutes les enveloppes, je les garde chez moi pendant 1 an. Je leur ai demandé évidemment d'écrire une adresse postale. Tu les lis pas? Je les lis surtout pas. Je ne les ouvre pas. Et au bout d'1 an, je les poste. Et je sais que les personnes sont très heureuses de découvrir. Redécouvrir leur texte. Ouais. Et la dernière fois, on a fait une petite variante. On a demandé à chacun d'écrire une lettre à quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Et pareil, au bout d'1 an, on la poste. Donc ça, ça rentre pour moi dans l'écriture de kiff. Oui, c'est ça, c'est des sortes de lettres. Ça peut être des lettres de gratitude aussi, ou d'auto-louange à soi-même, qui est difficile. Ça peut être écrire une lettre aussi. Dans mon dernier livre, Va, vie, deviens conscient de toi-même, je propose une lettre à son corps aussi, ce qui peut être assez difficile pour certaines personnes. De remercier finalement aussi ce corps qui nous véhicule le temps de notre vie. De chaque partie de notre corps, peut-être aussi de le faire en se regardant dans un miroir et puis ensuite d'écrire à partir de là. C'est pas facile parce que ça demande vraiment d'être en intimité avec soi. Mais finalement, nous sommes la personne la plus proche avec qui nous allons passer le restant de nos jours. Complètement. Et on peut aussi mentionner l'écriture pour dire pardon. Moi, un thérapeute m'avait fait faire cet exercice. J'étais en froid avec quelqu'un, j'avais du ressentiment envers quelqu'un et je n'arrivais pas à avoir de conversation avec cette personne. Et le thérapeute m'a invité à lui écrire une lettre sans la poster. C'est un exercice très efficace. C'était dit. C'était dit. Et ensuite, tu peux garder la lettre, tu peux la brûler. Oui. En tout cas, c'est sorti de toi. C'est ça. Alors justement, dans ton processus d'écriture, on a envie d'être une petite souris et d'aller derrière ton dos et de savoir est-ce que tu as des lieux favoris pour écrire, est-ce que tu as des rituels autour de ton écriture, que ce soit pour tes newsletters ou même pour un livre. Est-ce que déjà c'est pas du tout la même chose peut-être ? Ah non, c'est 2 formes d'écriture différentes. Ce qui est certain, c'est que je ne suis pas comme Haruki Murakami, qui a une de mes routines préférées. Donc lui, à chaque fois qu'il écrit un livre, il prend 6 mois. Il part dans une petite île au fin fond du Japon, seul, sans sa femme. Il se lève à 5h du matin, il va nager pendant 1h30, il revient, il petit déjeune, il écrit pendant 3 heures, il va courir pendant 2 heures, il revient, il écrit pendant 4 heures et à 18h, il dort. Il fait ça pendant 6 mois. J'adore. Mais c'est vrai que ils vivent de leur plume. Oui, ce sont vraiment des écrivains. Nous, c'est vrai qu'on peut moins dire ça peut-être de nos parcours. On peut moins dire ça clairement, mais on peut aussi peut-être observer qu'on écrit différemment d'un Bernard Werber, pareil, que tu as reçu plusieurs fois sur Métamorphose. Moi, j'adore l'entendre parler de sa manière d'écrire. 4h30 tous les matins, de 8h à 12h30 depuis 40 ans. Dans son café préféré à Paris. Du lundi au dimanche. Il aime écrire dans un café. Il est structuré, il est discipliné. Moi, pas du tout. Éric Emmanuel Schmitt aussi a partagé ça. Il pouvait écrire 10 à 12 heures par jour, 7 jours sur 7. J'en suis incapable. En fait, et surtout, je suis incapable, moi, d'avoir une routine stricte. Moi, j'ai un rapport à l'écriture qui est très dynamique, qui est très organique, où ça jaillit. Donc ça, mon équipe n'aimait pas trop que je le partage en public, mais bon, c'est trop tard. Mais par exemple, j'ai donc une newsletter qui part le lundi matin à 8h, une autre newsletter le vendredi matin à 8h. C'est effrayant le nombre de newsletters qui sont écrites à 6h du matin ou 6h30. Alors parce que ils sont très rapides derrière alors. Ben c'est moi qui intègre la newsletter. C'est toi qui fais l'intégration. Bah oui, parce que personne. Oui, c'est ça ce que j'allais dire, ceux qui pédalent derrière. Je peux pas demander à quelqu'un là de m'accompagner dans cette folie. Non, mais c'est vrai pas que je le partage. Donc parce que, bon, il y a quand même un certain nombre de lecteurs et de lectrices, donc il faut avoir l'air assez
assez organisé. Mais en fait, non. La vérité, c'est que très souvent, je procrastine, je pense à autre chose, je suis distrait. Et puis au dernier moment, hyperactivité, bam. Mais je prends des notes en fait. Je prends des notes tout au long de la semaine. J'ai des idées, des inspirations. Tu vois, par exemple, hier, tu te souviens, on a dîné avec notre ami Christian Junot. Oui. Et alors, ça, je m'en souviens. Tu te rappelles, il m'a autorisé à raconter l'histoire de sa démission. Donc, alors, peut-être, je ne sais pas quand sera publié ce podcast, mais je vous le raconte. Christian, quand il s'est fait, il n'a pas démissionné, il s'est fait virer, mais il a été tellement content de quitter cette entreprise qu'il a écrit une lettre à ses 100 collègues, collaborateurs les plus proches, disant mais voilà, je me suis fait virer, c'est génial. Et parce qu'il nous a expliqué qu'il était déjà dans un processus de changer de vie, qu'il avait eu une révélation, etc. Complètement. Cette histoire, je vais la raconter. Sûrement dans 3 jours. Là, on enregistre ce podcast jeudi. Dans 4 jours, lundi, ça va partir. Est-ce que je vais l'écrire demain ? Sûrement pas. Ça va sûrement sortir le dimanche soir ou le lundi matin. Mais tu vois, l'idée, elle s'est consolidée à ce moment-là. Donc comment ça fonctionne pour toi ? Ouais, tu nous as pas dit où tu écris. Qu'est-ce qui t'inspire ? Est-ce que tu écris un peu n'importe où ? Ça peut être d'un train, ça peut être... Est-ce que pour un livre, tu as besoin d'être dans un endroit particulièrement inspirant ? C'est pas pareil, hein, l'écriture de newsletter comme ça récurrente. Dans les deux cas, je ne peux pas être dans un endroit où il y a beaucoup de paroles autour, parce que s'il y a des paroles, je vais être distrait. Je vais passer d'une discussion à une autre. Donc j'ai besoin d'un endroit calme. Ça peut être un train, il n'y a pas de problème. Train, place isolée, ça fonctionne très bien. Ça peut être un jardin, ça peut être dans mon lit, ça peut être un bureau. Mais en tout cas, il y a du calme. Je mets très souvent de la musique et je mets très souvent la même musique. Et quelle est cette musique ? Alors, ça change tous les 18 mois. Mais par exemple, j'avais une phase Pink Floyd qui était très forte. J'avais une phase avant Dire Straits qui était aussi très forte. Et récemment, j'ai beaucoup écrit en écoutant en boucle. J'écris toujours la musique est tout le temps en boucle. Mogodo de M. Ah oui ? Marrant. J'aime beaucoup cette chanson. Ouais. C'est drôle. Mais c'est vrai que habitude, pas habitude, c'est une vraie question. Je voulais partager ça peut-être avec nos auditeurs. Peut-être dans vos façons d'écrire, vous pourriez aussi nous partager ce que vous faites si vous écrivez au quotidien. Ce qu'est l'écriture pour vous. Est-ce que c'est l'écriture thérapeutique ? Est-ce que c'est l'écriture en vue d'être publiée ? Et puis ensuite, comment est-ce qu'on démarre sur une feuille blanche ? Est-ce qu'on a peur de la feuille blanche ? Est-ce qu'on structure d'abord un texte ? Est-ce que toi, tu fais des plans avant de faire un bouquin ? Ou tes newsletters, est-ce qu'elles ont des plans ? Ou est-ce que tu es plutôt du style, allez hop, je me jette à l'eau, j'écris au fil de l'eau, et puis ensuite, derrière, je restructure ? Sur les newsletters, c'est des formats au fond assez courts. Alors même si on me fait souvent la remarque que mes newsletters sont parmi les plus longues d'Internet, mais ça reste beaucoup plus court qu'un livre. Et donc la structure n'est pas si importante que ça. Moi, il me faut surtout des idées, il me faut être nourri, il me faut de la créativité, il faut que ça bouillonne. Par contre, justement, mon premier livre, là, il a fallu mettre de la structure et ça a été extrêmement difficile. Et j'ai jeté à la poubelle au bout de 9 mois tout ce que j'avais écrit en disant ça fonctionne pas du tout, ça marche pas, j'étais complètement bloqué et j'ai eu la chance de partir en randonnée et au bout de 3 jours de randonnée à ressasser l'échec de ces 9 premiers mois, j'étais à 2 doigts d'arrêter le projet. Là, la structure m'est apparue, elle m'est tombée dessus et c'était une évidence et donc j'ai recommencé à écrire et en 2 mois, le manuscrit était là. Donc pour moi, la structure est évidemment importante pour un livre, mais je crois avoir compris que je ne pouvais pas la trouver pendant mes périodes d'écriture et que je devais combiner mes moments sur le clavier, j'allais dire avec le stylo et avec l'encre et la plume, mais bon, mes moments sur le clavier
sur Word, je dois les combiner de moments de randonnée dans la nature, de marche, de profondes activités physiques qui vont me donner le déclic nécessaire. C'est ça. C'est important d'ailleurs, je pensais à ce livre d'une femme qui s'appelle Nathalie Goldberg, qui a fait une méthode culte qui s'est adressée à 6 millions de lecteurs. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très inspirant. Moi, j'ai pas lu son livre, mais j'ai regardé un petit peu ce qu'elle avait fait. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi écrire va vous rendre heureux » chez Robert Laffont. Et elle dit, justement, ça me fait penser à ça, « Ouvrez-vous à l'inspiration, gardez la main en mouvement, ne rayez pas, jetez tout sur le papier. » Elle dit aussi que l'écriture est faite à 90% d'écoute et que plus vous écouterez, mieux vous écrirez. Alors, je trouvais ça intéressant. Je suis 100% d'accord. Comment tu l'appliques, toi, cette règle ? Moi, j'aime beaucoup écouter. C'est mon métier aussi. Oui. Donc, c'est sûr que forcément, elle est intégrée de cette manière-là dans ma vie. C'est vrai que cette idée de la page blanche, on avait aussi discuté avec Florence Servan-Schreiber dans l'épisode qu'on avait fait sur kiffer, écrire et kiffer. C'est de pas se mettre la pression avec cette histoire de page blanche. Même si au départ, on a l'impression d'écrire un peu n'importe quoi. Fabien Olicard partageait ça aussi en disant au début, il faut jeter des idées. On ne sait pas si ça va donner quelque chose. Il y a une sorte de magma, une espèce de matière comme ça, de matière première. Et puis, si on fait une analogie d'ailleurs avec une recette de gâteau, au départ, on a une espèce de tas avec de la farine, etc. Et puis ensuite, il va y avoir quelque chose qui va émerger, ou comme une sculpture, il y a quelque chose qui va, une forme. Et c'est ça qui est extraordinaire, je trouve, avec l'écriture, c'est que au départ, ça, on ne sait pas vers où on va, et puis petit à petit, il y a quelque chose qui va se dessiner comme ça, et on va voir, il y a comme un chemin qui va apparaître à un moment donné. Que ce soit d'ailleurs, je trouve, dans l'écriture pour soi, ou dans l'écriture en vue d'être publié. Alors là, je ne parle pas forcément de romans, parce que moi j'ai écrit un conte, mais on n'est pas des romanciers, je parlais de grands auteurs. On n'est pas ces auteurs-là, et je sais qu'il y a aussi beaucoup de formations autour de l'écriture, avec des process, des méthodes très particulières, avec des ingrédients, comme justement dans une recette, pour créer des histoires où il y a un climax à un moment donné, une façon de mettre en scène des personnages. Mais si on a envie déjà de se lancer dans une forme d'écriture et de voir ce que ça donne, il faut se jeter à l'eau et laisser comme ça, se nourrir de l'inspiration. Toi, tu disais, tiens, j'ai entendu Christian. Bernard Werber, il se dit qu'il se nourrit énormément de récits autour de lui, de choses qu'il entend. Forcément, on est empreint de tout cela. Mais j'ai une question pour toi. Toi, tu m'impressionnes par ta diversité dans les formats d'écriture. Parce que tu fais des préparations d'interviews, tu as écrit des oracles, tu as écrit un conte, tu as écrit des livres pratiques. Est-ce que tu peux nous guider peut-être un peu là-dedans ? Est-ce que déjà c'est... comment tu l'expliques, cette appétence que tu as visiblement pour l'exploration de plein de formes d'écriture différentes ? C'est pas très banal quand même. Et c'est vrai qu'au début, j'étais plutôt dans une écriture de livres plutôt pratiques, puisque j'avais écrit des livres sur la beauté au naturel, sur la détox, etc. Donc c'est des livres de recherche, de partage d'expérience. Ensuite, l'écriture des oracles, c'est une écriture qui est beaucoup plus intuitive, qui vient du cœur, qui est une écriture qui est plus spontanée, avec moins de recherche et plus de canalisation au sens large. C'est-à-dire, c'est pas que je canalise des choses, mais en tout cas qui vient d'une forme de connaissance intuitive comme ça, où il y a un plus grand lâcher-prise. Et d'ailleurs, il y a plus de joie chez moi dans cette écriture-là. Et ensuite, il y a le conte. On avait fait très belle interview à l'occasion de la sortie de ton conte. Oui, merci, tu m'avais retourné le micro. Oui, mais tu racontais à quel point les contes avaient joué aussi un rôle important dans ton enfance. Et en t'écoutant, je repensais à ce que j'appelle le burn-out des livres pratiques. C'est une expression que j'ai inventée, j'en assume, la paternité. Paternité ou parenté, je ne sais jamais. La paternité, oui. Paternité. T'allais dire quoi sinon ? T'en assumes parenté. Quoi ? Ah oui, la paternité, oui. Paternité, merci. Et il écrit des livres. Donc le burn-out des livres pratiques, une situation que j'ai connue
et que j'ai entendu plein de fois autour de moi de personnes qui, pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ont lu que des livres pratiques et à un moment saturent, ils n'en peuvent plus de cette forme d'écriture et donc de cette forme de lecture. Et ils vont au contraire trouver un réconfort incroyable dans le retour à la fiction qui ensuite permet de retourner aux livres pratiques ou à d'autres formes de livres. Et toi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être là la source de ton énergie constante à écrire. Le fait que tu jongles d'un format à l'autre, où tu ne sois jamais enfermé dans une manière d'écrire, peut-être explique que tu continues à écrire alors que je ne sais pas comment tu le cases dans ton calendrier. C'est ça, alors que je n'ai pas le temps. D'ailleurs, tu écris quand en fait? Anne, on n'a pas eu la réponse à ce mystère pour le moment. Tu écris quand? Eh ben, je ne sais pas. J'écris, mais je ne sais pas quand je peux. C'est pas facile de trouver cet espace-là. Parfois, j'aimerais justement, comme Murakami, tu disais tout à l'heure, pouvoir partir 6 mois. 6 mois dans un endroit que je trouverais absolument inspirant. Et puis, c'est vraiment le mythe de l'écriture de toute personne, d'avoir ce temps qui serait offert. Et puis, souvent, c'est pas ça. J'écris dans un train, entre 2 rendez-vous, sur un temps de vacances où j'avais prévu de faire autre chose. Et puis finalement, il faut que j'avance dans l'écriture de mon manuscrit parce que je me suis engagée. Ce qui rend la chose à la fois excitante parce que quand je suis dans l'écriture, je suis prise dans une sorte de flow. Donc je suis complètement absorbée. On retrouve vraiment... Maria Montessori, cette grande pédagogue, parlait de l'esprit absorbant de l'enfant. On l'a vraiment chez l'adulte, quand on est tout à notre tâche et dans notre flot. Donc ça, j'adore. Après, c'est difficile d'en sortir quand on doit passer d'une chose à l'autre. C'est pour ça que je comprends des écrivains qui ont une puissance d'écriture qui n'a absolument rien à voir. Et je me compare pas du tout à ces gens-là, mais quand je pense à Éric Emmanuel Schmitt, qui est capable d'écrire 10 à 12 heures par jour, à la fois je comprends, parce que quand on est tout absorbé par ce qu'on est en train de faire et qu'on peut dédier notre temps à ça, c'est comme se mettre dans... C'est presque une forme de transe, en fait. On est dans un état de conscience presque modifié. Donc voilà. Donc ça, pour l'instant, je fais pas tellement cette expérience-là, moi, puisque c'est plus par petits bouts que j'écris. Ce que j'aime aussi, c'est marrant, je me rends compte de plus en plus, ça je l'ai réalisé assez récemment, c'est que j'aime aussi corriger des textes. Reformuler en fait l'écriture d'autres pour trouver en fait une bonne façon de synthétiser, voilà. Et tu as ce rôle d'éditrice depuis plusieurs années maintenant. Oui, c'est vrai que c'est une autre... l'habitude de relire des textes en permanence. Et je me rends compte qu'il y a une habitude forcément, un œil qui s'exerce à force de lire des textes, de se dire tiens, ça pourrait être dit autrement et d'aider l'autre à la reformulation ou de reformuler quand ce sont des textes, par exemple pour la newsletter de Métamorphose. Tu parlais de la newsletter tout à l'heure, c'est un exercice que j'adore aussi, la newsletter, que je trouve très joyeux, qui sont à la fois, qui est un exercice à la fois qui est très personnel, puisque on partage des choses qui peuvent être voilà, aussi de l'ordre de l'inspiration, du quotidien. Et en même temps, un sacré exercice d'écriture, je trouve, sur ce temps court, vif. Et j'aime bien cette idée d'aller aussi droit au but tout en racontant quand même une histoire. Et puis de se dire, on va être peut-être une petite fenêtre de 5-10 minutes dans la journée de quelqu'un, qui est encore autre chose. Ouais, c'est vraiment la lettre moderne. Il y a une correspondance magnifique avec ce format. Et surtout une qualité d'attention rare sur Internet. La qualité de création qu'on peut avoir avec quelqu'un via une newsletter est plus forte que via une story Instagram ou une publication sur Facebook, par exemple. Et c'est pour ça que moi, j'invite les personnes qui entendent notre conversation et qui ont envie d'écrire sur Internet à se dire, tiens, mais pourquoi pas commencer par avoir une petite newsletter à 10, 20 personnes
Vous savez, il y a des histoires incroyables qui ont commencé comme ça. Par exemple, My Little Paris, la newsletter de bons plans de Fanny Péchioda, qu'on est nombreux à connaître, a commencé simplement par une petite newsletter envoyée à ses copines où elle parlait des bons plans qu'elle avait trouvés sur Paris. Oui, c'est ça. On avait fait une autre émission sur la passion et le travail. On revient à ça. C'est vrai que quand on est passionné, qu'on a envie de partager, qu'on le fait avec du cœur, ça se ressent. Après, je ne l'ai pas vécu directement, mais j'ai une maman qui est passionnée d'écriture parce que toi, tu dis que tes 2 parents aimaient écrire. Moi, c'est surtout du côté de maman qui est vraiment qui écrit. Je l'ai toujours connue écrivant. Tous les Noëls, elle écrit un conte de Noël qu'elle nous lit, qu'elle lit et qu'elle partage avec toute la famille, etc. J'adorerais un jour qu'on en fasse d'ailleurs un livre de tous ces merveilleux contes de Noël qu'elle a écrits toutes ces années. Et qu'elle inventait. Et qu'elle invente. Tous les ans, comme ça, elle invente un conte de Noël. C'est vraiment très merveilleux. Et elle adore participer à des ateliers d'écriture. Parce qu'elle a une plume qui est très drôle, elle a une imagination absolument débordante, donc elle part dans des histoires abracadabrantes. Et les ateliers d'écriture, je trouve que c'est un bon moyen d'apprendre à se lâcher. On a dit un peu tout à l'heure, il y en a de plus en plus en France et partout. J'ai jamais participé à un atelier d'écriture, mais je crois qu'un jour j'aimerais ça. Carrément, génial. Toi, tu as fait ? Oui, je l'ai fait plusieurs fois via une école à Paris qui s'appelle Les Mots. J'ai suivi leur atelier en ligne. Et moi, j'adore aussi m'entourer d'autres personnes qui écrivent et qu'on échange nos textes, qu'on se fasse du retour. Il y a des personnes, par exemple, qui, lors du processus d'écriture d'un livre, ne veulent surtout pas qu'il soit dévoilé ou lu à l'étape du manuscrit. Moi, ça me dérange beaucoup moins. Oui, d'être lu au fur et à mesure des étapes. Ouais. Moi, ça dépend vraiment à qui. Ouais. Je me rends compte qu'il y a des personnes, là, pour mon dernier manuscrit, par exemple, il y avait des personnes, j'avais envie de leur montrer quand même un manuscrit assez abouti, alors que d'autres, mais ça dépend aussi peut-être de leur métier. J'ai un ami éditeur que je remercie énormément, qui m'a beaucoup soutenue dans ce processus d'écriture et qui a été impliqué relativement tôt et qui m'a permis de vraiment aller creuser des choses que je vois très très bien quand je relis le texte d'un autre, mais que je voyais beaucoup moins, ou si je le voyais, que j'avais du mal à corriger me concernant. Et donc, c'est intéressant aussi de réfléchir à quel accompagnement aussi pour un livre. Ça demande une confiance extrêmement forte. Oui. De donner à quelqu'un ses textes et d'accepter des retours dessus. C'est ça. On se met tellement à nu, on se sent tellement vulnérable, on peut tellement manquer de confiance sur nos mots, nos phrases, la structure de nos paragraphes, que c'était d'ailleurs moi, quelque chose sur lequel je te prends beaucoup en inspiration, sur comment donner du feedback à quelqu'un qui écrit. Parce que toi, tu as ce double... tu es toujours des 2 côtés du miroir. D'un côté, tu écris des livres et tu as des personnes comme cet éditeur que tu viens de mentionner qui te font des retours. Et en même temps, un de tes métiers, c'est toi-même de faire des retours à énormément d'auteurs. Oui. C'est vrai que je suis directrice d'ouvrage et de collection aux éditions Erol, et c'est vraiment un métier que j'exerce depuis des années. Alors maintenant, je sens que j'ai moins le temps de m'impliquer plus vraiment dans le détail des manuscrits, ce que je faisais beaucoup quand même à une époque. Là, je vois maintenant plus. Alors peut-être que j'ai aussi un œil plus aiguisé de voir tout de suite ce qui va moins bien, ce qui va pas dans une structure de plan. Et puis certains manuscrits que je lis vraiment, vraiment dans le détail parce que c'est des sujets soit que je connais, soit qui me passionnent. Et puis d'autres, j'ai un peu moins le temps où la personne est déjà expert, a moins besoin. J'adore aussi voir le processus d'écriture chez les autres parce que d'un auteur à l'autre, c'est totalement différent. Il y en a qui sont extrêmement autonomes dans l'écriture et je reçois des manuscrits très bien structurés, et puis d'autres qui ont besoin d'un coaching, qu'on leur tienne la main, d'avoir du feedback. Et en fait, les deux sont super, me vont très bien. Et puis de voir aussi comment les gens s'organisent dans le temps pour écrire. Je vois des auteurs, ce qu'ils veulent, c'est se mettre en immersion pendant 1 à 2 mois et puis ça jaillit. J'ai une amie comme ça, Clotilde Poivillier, dont j'ai édité plusieurs livres.
Par exemple, J'arrête de me trouver nulle, Zèbre zen, elle a écrit sur les zèbres, etc. Elle est vraiment en immersion. Elle arrête pratiquement, elle est thérapeute en shiatsu, elle arrête pratiquement son cabinet pendant 1 ou 2 mois et puis elle se plonge complètement dans l'écriture. Et elle est capable de sortir sa matière comme ça, alors que des personnes vont écrire sur un manuscrit sur 1 an et puis ça va venir comme ça dans le temps. Quel conseil tu peux nous donner sur l'art du feedback à un écrivain, à un auteur? Si j'ai un ami, par exemple, autour de moi, qui m'adresse un de ses textes, un texte qui compte peut-être publier sur Internet ou un texte important pour lui, comment est-ce qu'on fait un retour? En tout cas, moi, je sais que j'ai 2 types de propositions de manuscrits. C'est d'un côté 3 types, on va dire, les romans. Donc là, il faut que le manuscrit soit écrit en entier pour pouvoir le suggérer puis qu'on puisse faire un retour. Même si je ne m'occupe pas directement du tout des romans chez Erol, donc j'en fais assez peu. Ensuite, je reçois beaucoup d'autobiographies. Et ça, en général, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de gens qui pensent tenir là parce qu'ils ont vécu certainement quelque chose de très touchant dans leur vie ou d'assez peut-être incroyable ou qui considèrent, évidemment, chacun à l'échelle de notre vie, nous avons des choses impressionnantes, mais qui sont sous la forme un peu de journal intime. Et comme ces personnes-là ne sont pas connues, je dirais que ces manuscrits, aujourd'hui, souvent, on n'en fait pas grand-chose. Parce que soit la qualité de la plume n'y est pas forcément, soit le récit, pour la personne, c'est extraordinaire, mais ça reste somme toute assez banal, entre guillemets. Voilà, donc ça, c'est des manuscrits. Alors, c'est toujours un peu embêtant quand ce sont des gens proches qui envoient ça, parce que souvent, ça n'aboutit pas, ça ne va pas forcément très loin. Et puis après, le 3e axe, et c'est ça dont je m'occupe beaucoup, qui sont plus des livres d'expertise. Que ce soit dans le domaine de la philosophie, de la quête de sens, ça peut être de la spiritualité, de la psychologie, de la santé, enfin tous ces sujets que je traite en général. Et là, effectivement, le manuscrit n'a pas besoin d'être écrit entièrement. En revanche, il faut être extrêmement clair déjà sur un premier plan, une première structure, un premier pitch de livre. Et puis aujourd'hui, les maisons d'édition de plus en plus cherchent des auteurs qui ont des gros réseaux. Parce que après, la bataille, elle se fait un petit peu là entre... comme tout le monde, aujourd'hui, l'édition est devenue de plus en plus accessible. C'est-à-dire que tout le monde, comme tu disais, veut écrire un peu son livre. Donc il y a 10 ans, les éditeurs publiaient un peu plus facilement. Aujourd'hui, toutes les maisons d'édition font un peu la même chose. Alors, je parle dans les domaines que j'ai cités, Et donc, il faut avoir soit quelque chose absolument, une expertise incroyable qui n'a pas été encore vue, soit déjà une grosse communauté pour pouvoir émerger. Parce que si c'est pour en vendre 10 ou 100 bouquins, à ce moment-là, il vaut mieux choisir l'auto-édition. Mais c'est là où... Je ne sais pas si j'ai répondu à la question que tu me posais. Un ami qui demanderait un conseil, dans quel but, quoi? Je pense que c'est la fameuse question de comment je peux être publié, de comment... j'établis une stratégie pour écrire mon livre. Et après, c'est vrai que je pensais aussi à la relation que tu crées, toi, avec l'auteur, une fois que le projet est lancé. Moi, je t'ai notamment vu souvent partager ton travail pour aider l'auteur à accoucher de sa parole et aider peut-être certains auteurs très experts à parler pour créer un pont avec l'autre. Et là, une petite... mini référence à mon père qui est donc psychiatre et psychanalyste et qui a une manière d'écrire qui lui interdit de toucher un grand public parce que c'est un vocabulaire très 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 avancé, c'est compliqué très complexe, très compliqué de rentrer dans le livre si on n'a pas fait au moins un master en philosophie ou en psychologie, etc. Et toi, je trouve que tu as aussi développé cette capacité vraiment à rendre accessible, transformer l'auteur en pédagogue. Ça, c'est une très belle évolution dans l'écriture de quelqu'un, quand quelqu'un débloque ça.
Après, je me méfie aussi des projets pour te dire... Bon, là on est plus dans une discussion puisqu'on parle d'écriture, on est éditeur, toi et moi, donc c'est sûr que je pense que c'est important d'en parler aussi, mais j'ai plus de mal avec les manuscrits qui arrivent à deux têtes, deux personnes. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, parce que c'est super d'avoir un co-auteur ou une co-autrice. Et j'ai vu beaucoup de projets qui sont pas arrivés à terme, parce que le processus d'écriture étant un processus assez complexe, parfois souffrant, assez intime, il faut bien se connaître. Souvent, des personnes se lancent, s'embarquent ensemble dans une aventure d'écriture, ne se connaissent pas toujours très bien, ou n'ont pas clarifié ce qu'elles attendaient, qui était la source du projet, est-ce qu'on partageait les droits d'auteur, et donc tout ça, c'est un peu un flou, parce qu'on est des amis, on se tape dans la main, on a envie d'une aventure ensemble, et puis quand il s'agit de mettre tout ça au clair, c'est pas si simple que ça. Ouais. Donc maintenant, quand je vois des duos se présenter avec un livre, moi je mets vraiment les pieds dans le plat en disant qu'est-ce que vous avez fait ensemble, est-ce que vous avez déjà eu des frictions, est-ce que vous êtes clair sur qui est la source qui va aller peut-être vendre le livre aussi à l'extérieur, est-ce que c'est les deux, est-ce qu'il y en a une, etc. etc. Parfois il y a des gens qui, quand ils m'entendent dire ça, dire finalement on a réfléchi, on ne veut plus le faire, ou merci, parce que ça m'a permis, du coup, après la réunion, de parler avec mon co-auteur, et de m'apercevoir qu'on n'avait pas la même vision, et de clarifier. Donc maintenant, on est beaucoup plus clair. Donc c'est tout ça, donc c'est vraiment de la matière humaine géniale, au-delà de l'écriture en elle-même. Mais moi, j'aimerais beaucoup qu'on écrive un livre ensemble, Anne. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Non, mais je comprends ton point, et c'est vrai que je déconseillerais à quelqu'un qui est primo-auteur de se lancer dans cette aventure à plusieurs. Autant je peux envisager d'écrire un livre avec quelqu'un d'autre après avoir écrit mes premiers ouvrages seul. Mais il faut être passé par ce chemin, quoi. Il faut se connaître, il faut connaître sa manière d'écrire, il faut connaître son rapport aux mots, son rapport au temps long, son rapport à l'évolution d'un manuscrit. Rajouter à ça la complexité d'une dynamique humaine. Il y a quelque chose dans un livre, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfantement, puisqu'en fait, il y a un projet qui est en gestation et ensuite qui va naître au monde. Et j'ai vu des couples arriver avec un projet, deux thérapeutes, et qui n'ont pas tenu la charge de ce processus où, en fait, ça a montré plusieurs fois. Donc, c'est pas arrivé qu'une seule fois. Et sur des sujets, pourtant, parfois, souvent, c'était des couples de thérapeutes, et qui a soulevé des problématiques qui n'avaient été jamais complètement abordées dans les couples et qui ont émergé à ce moment-là. C'est vraiment intéressant. Alors après, vu qu'on arrive à la fin de notre conversation, il y a aussi le sujet de la vie de nos mots. Une fois qu'un texte a été publié, toi tu le dis souvent, maintenant il vit sa propre vie. Et ça m'a parlé parce que moi parfois je retombe sur des textes que j'ai écrits, publiés il y a 3 ans, 4 ans, et je me dis ouh là 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 là, je réécrirais pas comme ça là. Oui, moi aussi. Mais oui. Ça, c'est un peu dur. Il faut vivre avec. Bien sûr. Mais d'ailleurs, Alexandre Jardin parlait de son œuvre sur des grands écrivains qui, nous, c'est pas notre cas, mais qui ont une œuvre comme ça de toute une vie, avec parfois une trentaine de romans très connus. Ils disent, oui, c'était mon état de pensée, de conscience à cette époque. Et puis, ma qualité d'écriture, de maturité à un temps. Parfois, c'est une vérité qu'on a un instant T, et puis on chemine, et puis peut-être dans 10 ans, en se relisant, on se dit... C'est pour ça d'ailleurs que quand moi j'écris, en ce qui me concerne, je prends toujours soin de dire que c'est pas une parole de pas du tout le présenter comme étant une sorte de vérité, quoi. En disant c'est un cheminement, c'est un peu les énergies dans lesquelles je suis en ce moment. Mais peut-être qu'avec à la fois l'évolution du monde, de nos propres écosystèmes intérieurs et extérieurs, ça ne parlera plus à personne, y compris à moi-même, 10 ans plus tard, en réalité. Et là-dessus, c'est magnifique aussi d'observer l'évolution de la pensée d'un auteur. Je repense à Bernard Werber, qui est venu plusieurs fois à ton micro et qui est un des auteurs les plus prolifiques de France. Et quand on s'arrête 2 secondes sur l'évolution de son œuvre entre ses premiers livres, Les Fourmis, très scientifiques,
très technique, et ses derniers ouvrages comme Mémoire d'une fourmi, La boîte de Pandore, où on parle d'hypnose, on parle de vie antérieure, on parle de régression, on parle de yoga. Tu te dis, mais est-ce le même auteur ? Et en fait, quand tu lis tous ces livres, ce qui est quasiment mon cas. Il en a écrit 33. Et il en a écrit 33, absolument. Tu vois une évolution. Oui. Tu vois une transformation, tu vois plusieurs métamorphoses, mais tu vois quand même une continuité. Et ça, c'est fantastique. D'ailleurs, son autobiographie, Mémoire d'une fourmi, que tu viens de citer, on avait fait une émission dessus qui n'a pas eu un très grand retentissement, malheureusement. Bon, il est passé un peu entre deux romans à un moment de l'été. Je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un livre, moi, que j'ai absolument adoré, où il raconte peut-être parce qu'on s'intéresse aussi à l'écriture, mais il raconte tout son processus créatif, comment finalement il était journaliste à l'Obs et puis ça s'est pas bien passé et que c'est ça qui l'a mis aussi un peu contraint à... Voilà, et son parcours s'est dessiné là, comment aussi par rapport à sa maladie, le jour où il a commencé à écrire, on parlait de processus thérapeutique, il a guéri presque instantanément. Enfin, il le raconte très bien, je ne veux pas dire à sa place ces mots. On pourra réécouter l'émission, mais je trouve ça toujours fascinant de voir les chemins que la vie emprunte pour mettre quelqu'un aussi sur le chemin de sa destinée. Tu vois, et lui, c'était à travers l'écriture, c'est très, très beau. Ah, merci de le dire, j'adore ce livre. Il est dans mon top 10. De tout ma bibliothèque, il est dans mon top 10, je l'adore. Je trouve que c'est unique comme démarche d'écrire son autobiographie à la lumière des cartes de tarot, parce que c'est la structure qui est avec les arcanes comme ça, par Bernard. Et vraiment, foncez le lire, vous passerez un très bon moment. Exactement. Écoute, je crois qu'on est bien bavard aujourd'hui, Alexandre, mais c'est vrai qu'on pourrait continuer longtemps à parler d'écriture. J'espère que, en tout cas, on vous aura apporté quelques pistes dans vos processus d'écriture, qu'ils soient déjà maintenant bien avancés, au début encore un peu timides ou très confirmés. Surtout, partagez-nous vos retours par rapport à cet épisode, à vos processus d'écriture, de lecture aussi, si vous avez envie de réécouter notre émission sur la lecture, parce qu'on adore lire tous les deux. Et l'un ne va pas sans l'autre, tu l'as dit tout à l'heure, la meilleure manière de se mettre à écrire, c'est de lire. Donc merci beaucoup Alexandre, et puis à très bientôt pour une nouvelle conversation du Scarabée. Et bonne écriture à toutes et à tous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.